Bonsoir Laurence Rossignol. Bonsoir. Merci d'être avec nous juste avant votre envol pour New York, car vous partez signer au nom de la France et en tant que secrétaire d'État chargé de la famille, un nouveau protocole avec l'ONU sur les droits de l'enfant. C'est demain d'ailleurs la journée mondiale des droits de l'enfant. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quels vont être ces nouveaux droits ouverts aux enfants français avec cette convention, puisque c'est eux qui sont concernés? Ce troisième protocole, c'est ainsi qu'on l'appelle, a été adopté par l'ONU en 2011 et il prévoit la possibilité pour un enfant de faire appel au comité des droits de l'enfant. C'est-à-dire que la Convention des droits de l'enfant était une des seules conventions dans le dispositif juridique de l'ONU qui ne donnait pas d'accès direct à une instance judiciaire. Donc ce protocole permettra à un enfant français de saisir une saisine directe du comité des droits de l'enfant. Quel que soit l'âge de l'enfant? Quel que soit l'âge de l'enfant. À mon sens, ce n'est pas tant les nouvelles procédures que ça va ouvrir que ce que ça signifie pour la France de ratifier ce protocole. Parce que ça a été, je le disais il y a un instant, adopté en 2011 et la France a d'abord été très réticente. Et il a fallu attendre la décision du président François Hollande pour que la France rejoigne le camp des pays qui font de la parole de l'enfant un élément de la protection de l'enfance et un élément de la mise en œuvre des droits de l'enfant. La France n'est pas très à l'aise avec cette parole de l'enfant. Pour plusieurs raisons. D'abord, le mot enfant vient du latin infans, qui veut dire celui qui ne parle pas. Alors que le latin avait plusieurs mots d'ailleurs pour désigner l'enfant, c'est amusant qu'on ait choisi celui qui signifie le silence. Donc l'enfant est par définition quasiment celui qui ne parle pas. Donc là, il s'agit de lui donner un peu la parole. Et pour moi, ce qui est important dans la signature de ce troisième protocole, c'est de changer notre rapport à la parole de l'enfant. Il ne faut pas sous-estimer le fait que le procès Outreau a été très régressif par rapport à la parole de l'enfant, puisqu'on a vu là une parole qui s'est révélée être mensonge, et du coup, on en a déduit que la parole de l'enfant était plus forcément qualifiée. Entre nous, il y a aussi des adultes qui mentent, et pour autant, ils témoignent et leur parole est entendue. Mais Laurence Rossignol, vous savez aussi le reproche qu'on fait à la France, c'est justement de prendre un peu le train en route et d'avoir du retard par rapport à d'autres nations comme l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne, qui ont déjà ratifié ce troisième protocole depuis des années. Bien sûr, je l'ai dit, le gouvernement précédent, celui qui était en place jusqu'en 2012, ne voulait pas ratifier ce troisième protocole. Parce que admettre que l'enfant puisse saisir le comité des droits de l'enfant, ça a des conséquences sur la prise en compte de la parole de l'enfant, y compris dans les procédures en France le concernant. Et je veux dire, quand je dis on n'est pas à l'aise en France avec la parole de l'enfant, par exemple, les juges pour enfants ont l'habitude d'entendre les enfants, mais les juges aux affaires familiales sont pour le plus grand nombre très hésitants sur le fait d'entendre l'enfant dans les procédures de séparation des parents, demander à un enfant avec qui tu veux vivre. En France, par exemple, un adolescent ne peut pas saisir le juge pour changer de domicile quand ses parents sont séparés. Et la parole de l'enfant est toujours soupçonnée d'être fantasmatique, manipulée, et il faut qu'on progresse, et je crois que cette signature va nous permettre de progresser. Madame la ministre, est-ce qu'on peut être concret? Dans quel domaine un enfant mineur de 8, 10, 12 ans pourrait saisir ce comité enfance de l'ONU pour faire valoir ses droits? Eh bien, par exemple, quand dans une procédure judiciaire, il n'a pas pu être entendu. Une procédure judiciaire qui le concerne, sur avec qui il va vivre, là où il va vivre, comment ses parents vont s'organiser pour répartir ses lieux de résidence. Donc sur sa situation personnelle, familiale, on monte jusqu'au niveau de l'ONU. Alors, je vous le disais il y a un instant, moi je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de cas où l'enfant ira jusqu'à l'ONU pour faire valoir ses droits. En revanche, le fait que la France ait signé ce troisième protocole va changer notre approche de la parole de l'enfant. C'est-à-dire que ça va, d'un certain point de vue, interpeller aussi l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, ou les juges, tous ceux qui sont amenés à prendre des décisions pour l'enfant et qui ne demandent pas à l'enfant ce qu'il en pense. Et je vais prendre un autre exemple tout simple, qui n'est pas directement lié au protocole, mais qui est un changement de mentalité. Pour moi, la France doit évoluer. Ce que fait Najat Vallaud-Belkacem en ce moment sur le décrochage scolaire, toute cette mobilisation qu'elle met en œuvre, elle concerne aussi la parole de l'enfant, parce que dans les facteurs de décrochage scolaire, il y a le fait qu'on n'ait pas écouté les enfants sur leur souffrance à l'école, sur leur choix d'orientation, sur ce qu'ils attendent de l'école. On ne peut pas identifier forcément finalement quels sont leurs besoins. Et on n'identifie pas les besoins, parce que regardez bien les décisions qui sont prises concernant les enfants, décisions d'orientation scolaire, décisions judiciaires, décisions pour les enfants relevant de la protection de l'enfance, c'est-à-dire les enfants de l'aide sociale à l'enfance qui sont placés en foyer. Les enfants regardent passer les adultes.
et essayent de suivre la décision de l'adulte, mais rarement ils sont eux-mêmes appelés à être partie prenante dans la décision, et rarement cette décision leur est expliquée. Et c'est déterminant pour leur construction, pour les adultes en devenir qu'ils sont. Laurence Rossignol, je le disais, la Convention internationale des droits de l'homme va fêter demain ses 25 ans tout juste. Quel bilan vous en tirez globalement? Parce que quand même, on constate qu'il y a encore une très forte mortalité infantile autour de la Terre, dans les pays les plus pauvres, en Afrique notamment. Le travail des enfants, ça existe encore. Dans certains pays comme l'Inde, près de 200 millions d'enfants sont exploités dans le monde. Dans quel domaine cette convention signée en 89 a-t-elle vraiment marqué des progrès pour l'enfant? Elle a rendu visible des droits. D'abord, cette Convention internationale des droits de l'enfant a posé des droits pour les enfants. Elle a dit que l'enfant avait droit à une famille, à une vie familiale, que l'enfant avait droit à l'instruction, à l'éducation, que l'enfant avait droit de connaître ses origines aussi. Elle a posé toute une série de droits qui, pour les pays qui ont signé la Convention internationale des droits de l'enfant, et ils sont les plus nombreux sur la planète, a interpeller leur politique nationale. Et elle a conduit les pays à se demander, au regard de cette convention, qu'est-ce que je fais dans le droit à l'instruction, dans le droit à une vie familiale, dans le droit de s'exprimer, d'être entendu. Et il est clair, et vous avez raison de le dire, que la Convention internationale des droits de l'enfant n'a pas aboli l'exploitation sur la planète, et particulièrement la surexploitation des enfants. Mais en même temps, elle amène, comme dans tous les processus onusiens, à créer un réseau, un climat, une vigilance. Et je voudrais par exemple saluer l'action de l'UNICEF, qui est la structure enfant, droits de l'enfant, protection de l'enfant, rattachée à l'ONU, et qui œuvre sur toute la planète, en particulier pour l'instruction des filles, ou les droits des enfants. Une dernière question qui nous ramène à l'actualité plus brûlante et dramatique du Proche-Orient, avec ces jeunes djihadistes français qui partent de leur village, comme ce jeune Maxime converti à l'islam, qu'on retrouve sur les vidéos de Daesh, le groupe État islamique. Est-ce que la secrétaire d'État à la famille que vous êtes, Laurence Rossignol, réfléchit à un dispositif éventuel préventif pour éviter ces ruptures familiales, ces dérives de parcours de jeunes qui sont parfois encore mineurs d'ailleurs quand ils entament leur parcours de radicalisation ? Bien sûr, et avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, depuis déjà plusieurs mois, nous avons mis en place un numéro de téléphone, un numéro d'appel pour les parents qui s'inquiètent de voir leurs enfants progressivement dériver, pour qu'ils ne soient pas seuls. Moi, j'ai tout de suite pensé à la solitude de ces parents, qui voient un garçon subitement se laisser pousser une longue barbe, ou des gamines passer leur temps devant un ordinateur à regarder des vidéos absolument insoutenables. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. On parle de 1000 Français impliqués. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils ne sont pas tous mineurs, fort heureusement, mais il y a effectivement, et j'en connais, des mineurs qui sont partis. Moi, de ma place, ce qui compte, c'est le soutien à la parentalité. C'est comment on aide ses parents, comment on les aide à récupérer leurs enfants. Mais attention, c'est très compliqué. Les enfants ne veulent pas revenir. Moi, j'ai suivi un cas d'une jeune mineure. Elle est partie. Ses parents essayent de la faire rentrer. Elle ne veut pas rentrer. C'est-à-dire, et après, ils deviennent majeurs là-bas. On a affaire à des jeunes qui sont embrigadés dans des sectes. Voilà, c'est une secte. Donc, ils relèvent de l'ensemble des politiques que l'on met en place contre les dérives sectaires. Merci beaucoup, Laurence Rossignol, et bon voyage à New York donc, pour cette signature du 3e protocole des droits de l'enfant à l'ONU. Merci.